Bienvenue dans notre rubrique Aéronautique et Marine présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui, nous allons parler du premier raid aérien français Paris-Le Bourget, Nouméa. Ce raid était en 1932 et nous avons comme invité le fils, non pas des pilotes à l'époque, mais des radios, qui a fait partie de l'équipage. Ils étaient 3. Et nous avons donc monsieur Bertrand Dévé, fils de monsieur Max Dévé. Nous allons conter bien sûr toute cette histoire et prendre part dans l'avion qui va nous mener jusqu'à Nouméa en 20 étapes. Bonjour monsieur Bertrand Dévé. Bonjour Catherine Loubet. Nous vous remercions vraiment d'être venu pour nous conter, on va dire, nous conter cette histoire historique de l'aviation, puisque c'est le premier vol qui est allé vers le Pacifique. Alors, est-ce que déjà, en quelques mots, pourriez-vous présenter votre père, et ensuite nous entraînerons nos auditeurs sur ce vol Paris-Nouméa, à bord d'un avion aussi mythique dont nous allons parler. Alors, dites-nous tout. Alors très bien, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, il y a quasiment, à quelques jours près, 90 ans que décollait du Bourget, tout près de là où nous sommes assis en ce moment, dans l'aérogare, l'avion Biarritz, un avion extrêmement moderne pour l'époque, décollait pour Nouméa. Donc, en ce qui me concerne, donc, je suis un des fils. À l'époque, il était capitaine de l'armée de l'air, capitaine Max Dévé, et surtout, pourquoi était-il navigateur dans cet avion et pour réaliser cette liaison? C'est parce qu'il était un des, sinon le meilleur, professeur de navigation à l'école d'application de l'aéronautique militaire de Versailles. C'était l'école de l'air avant sa création en 1934. Donc, Max Dévé avait connu un certain Charles de Verneuil-Purazo, qui était capitaine de réserve. Ils avaient été ensemble en escadrille pendant la guerre de 14, et même ils avaient été désignés pour partir avec leurs avions sur le front austro-hongrois, aider les troupes du tsar à faire des réglages d'artillerie et faire de la reconnaissance aérienne, puisque l'armée russe de cette époque n'avait aucun avion. Voilà. Donc, après la guerre, ils ne se sont pas perdus de vue. Ils ont continué à faire des vols ensemble, notamment en 1930. Ils ont fait presque un tour de Méditerranée en Farman 190. Et Charles de Verneuil-Purazo, voyant que des grands raids se réalisaient, comme disait d'ailleurs mon père à l'époque, 2 raids, on vous dirait, c'est pas sympathique pour tous les autres raids, mais il y avait 2 raids formidables on peut dire, qui ont été faits. C'est celui de Pivolo, tous les aviateurs amoureux de l'aviation ancienne connaissent ce nom. Pivolo, c'était un capitaine ou commandant de l'armée de l'air qui s'appelle Pelletier-Doisy et qui était célèbre parce qu'il était très corpulent. On l'appelait le Quintal. Voilà. Il arrivait à décoller. Voilà. C'était un pilote formidable, très très endurant. Et lui, il a fait le premier Paris-Pékin-Tokyo. Donc ça, c'était à la fin des années 20. Et à la fin des années 20, il y a eu un autre raid, alors presque inconnu en Europe. Enfin, quand on parle de ce nom, il y a peu de gens connaissent. C'est celui de Charles Kingsford Smith. C'est un pilote privé australien, un richissime homme d'affaires australien, passionné d'aviation, qui avait déjà fait de l'aviation, bien sûr, en Australie, et puis qui a réalisé la première transpacifique de Auckland avec un O, dans la baie de San Francisco, jusqu'à Brisbane. 39 heures dans un trimoteur Fokker, en 3 étapes, la première de 3500 km jusqu'à Hawaï, la deuxième 5500 km jusqu'à Suva, au Fidji, et puis la troisième jusqu'à Brisbane. Donc ça, c'était vraiment des raids formidables. Et de Verneuil-Purazo, donc je reviens à lui, dit à mon père, on va essayer, nous, d'aller encore plus loin, de faire 22 000, voire 24 000 km. 22 000, c'est la distance de la Nouvelle-Calédonie, mais le raid, comme ils ne sont pas allés tout le temps en ligne droite, a fait 24 000. Et donc, il a trouvé l'avion avec Cousinet,
Et ils ont mis 2 ans à préparer leur départ, ce qui a été très compliqué. Alors Cousinet, Monsieur Cousinet, qui était un constructeur d'avions. Alors, René Cousinet, encore un type formidable, à 28 ans, il avait voulu construire le premier avion de la traversée atlantique, mais bon, il a été coiffé au poteau. Donc il a tout de même conçu un avion qu'on appelle un arc-en-ciel. Alors, avion René Cousinet, arc-en-ciel, voilà. Et qui avait la particularité, quand on voit par exemple un Breguet 19, comme le point d'interrogation, qui est un gros biplan, avec des haubans, des tendeurs, etc. Lui, il a fait un avion à aile basse. À l'époque, comme le Fokker de Kingsford Smith, les monoplans étaient à aile haute, c'était un avion à aile basse, et surtout une cabine et un fuselage avec un coefficient de finesse exceptionnel. Et en fait, pour solidifier l'avion, il a appliqué l'installation d'un longeron dans l'aile et dans l'empennage. Et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Il n'y avait que 2 avions qui, en même temps que les arcs-en-ciel, étaient équipés de ces longerons. C'est le Douglas DC-1, premier avion américain, et le Junker 52, qui était un trimoteur, comme le Biarritz aussi, qui avait également un longeron. Donc c'est 2 avions à aile basse avec la même conception. Mais c'était pas courant à l'époque. Voilà. Donc la particularité de l'avion de Cousinet, c'est qu'il était à la fois très robuste et très révolutionnaire. Voilà. Et d'ailleurs, sa robustesse l'a sauvé, vous verrez, parce que le raid s'est déroulé dans des conditions... C'est ce qu'on va voir. Très dures. On peut imaginer. On peut imaginer. Et là, c'était pas en une journée, bien sûr. Donc, ces 3 personnes se sont décidées... Il fallait 2 personnes. Deux, oui. C'est-à-dire 2 personnes. Le pilote propriétaire de l'avion, voilà, et son camarade de guerre, je dirais, mon père. Et effectivement, comme excusez-moi si je vous ai coupé la parole, mais effectivement, il y avait un 3e homme, c'était le mécanicien, voilà, un mécanicien navigant. C'était l'équipage, on va dire. Voilà. Qui était un mécanicien remarquable, qui avait participé à la construction de l'avion. Et il était aussi compétent sur les moteurs que sur l'avionique, que sur la cellule, etc. Donc, c'est important. Alors, ce qui fait que les 3 hommes étaient absolument complémentaires, parce que la navigation était extrêmement compliquée pour aller en Nouvelle-Calédonie. Le pilotage de cet avion, qui était un prototype, était difficile, très difficile, puisque l'avion répondait mal aux basses vitesses, de la conception de sa queue très élégante, mais pas très performante. Et puis enfin, le mécanicien a dû, du fait que l'avion n'était pas vraiment au point et n'avait pas été prévu pour le raid, plus il descendait en latitude, plus les moteurs chauffaient, plus il fallait prévoir une aération supplémentaire dans les moteurs. Oui, on leur tire notre chapeau, autrement dit, parce que... Voilà, alors ils sont partis du Bourget le 6 mars 1932, et puis pensaient partir avant, mais ils savaient que la météo était mauvaise sur tout le parcours. Donc plutôt que d'attendre au Bourget, ils se sont dit on va aller à Istres, et là on verra mieux. Et ils ont attendu jusqu'au 9 mars à Istres pour partir. Alors, il y avait déjà une base à Istres à ce moment-là? Il y avait une grande base aérienne. Déjà. Et donc cette première étape de l'avion a été très difficile, puisqu'il neigeait quand ils sont partis du Bourget, il neigeait la neige fondue, mais on leur avait dit, après Lyon, il y a le Mistral qui souffle. Donc effectivement, ils ont dépassé Lyon, tant bien que mal, et là, ils ont été poussés à plus de 300 km à l'heure jusqu'à la base aérienne d'Istres, et ils ont atterri. Heureusement, il y avait des personnels sur le terrain, donc qui ont pu immobiliser l'avion, parce qu'il faut dire que l'avion, comme je l'ai dit, était très rustique, il n'y avait pas de frein, pas de volet, donc il fallait, quand il se posait jamais pratiquement jamais sur des pistons durs. Donc les pistes en terre et en gazon freinent assez bien le moteur. Il n'y avait pas de frein du tout? Il n'y avait pas de frein du tout. Pas de frein du tout. Donc il fallait vraiment déjà décélérer avant. Oui. Donc ça a failli d'ailleurs. Et avec le poids de l'avion, il fallait vraiment connaître, mais la première fois, ils ont dû faire bien sûr des essais, mais malgré tout.
Et puis... Ils ont fait 28 heures d'essai, mais ce n'était pas encore, au point. Et puis ça dépend peut-être aussi des terrains sur lesquels ils atterrissaient aussi. Exactement. Voilà. Exactement. L'avion pouvait faire des étapes de près de 4500 km, mais pour ça, il fallait qu'il soit plein d'essence. Donc il pouvait emporter presque plus de 3000 litres d'essence. Mais là, il était très très lourd et il y avait peu de terrain qui offrait une longueur de piste suffisante pour faire ça. C'est pour ça que plutôt que de faire 5 étapes, ils en ont fait 20. Alors si vous me permettez, je reviens à Istres, parce qu'arrivés à Istres, ils ont eu une surprise. C'est qui les attendait à leur descente d'avion? Antoine de Saint-Exupéry. Et Charles de Verneuil-Puyraveau, qui avait intégré l'aéropostale un peu après la guerre, avait piloté sur un tronçon du trajet vers l'Afrique et aussi avait été chef d'escale à Agadir. Donc il avait connu Antoine de Saint-Exupéry. Quant à mon père, lui, c'était différent. Antoine de Saint-Exupéry, comme vous le savez, était pilote officier de réserve de l'armée de l'air. Donc il avait eu droit à des cours de navigation à l'école d'application de l'aéronautique, et c'est mon père, ainsi que d'autres professeurs, qui lui avaient enseigné la navigation aérienne. D'accord. Voilà. Il a bien connu ce temps. Voilà, donc il a appris, à cette époque-là, Saint-Exupéry faisait la liaison avec des hydras entre Marseille et Alger. Et apparemment, il avait un bon souvenir de ses deux camarades. Et le soir, il les a emmenés dans une vieille torpédo à Martigues, au Martigues. Et ils sont venus de nuit. Et là, mon père raconte toujours que la torpédo freinait mal, éclairait mal, répondait mal au voilà, et qu'ils ont pensé que le Paris-Nouméa allait se terminer dans le fossé. Voilà. Martigues. Mais le lendemain, ils ont pu décoller pour Tripoli, qui était en Libye, occupée par les Italiens, comme vous savez. Les Italiens les ont accueillis formidablement bien, donc je fais vite. Et le lendemain matin, quand l'avion a été mis en route, il n'y avait pas de démarreur, donc le mécanicien devait brasser les 3 hélices, et le premier brassage n'a rien donné, puisque le moteur a démarré, puis s'est étouffé immédiatement, parce qu'il avait aspiré du sable. Et puis il y avait un peu la chaleur peut-être aussi. La chaleur, le sable, c'est surtout le sable. Donc en fait, il a fallu qu'il nettoie les 3 carburateurs des 3 moteurs, et ce qui a retardé d'1 jour. Et le lendemain, ils sont partis pour Le Caire. Pardon, je vous interromps, mais où dormaient-ils? Parce que ces étapes... Là, c'était les Italiens, l'armée de l'air italienne, les autorités italiennes qui les ont accueillis. D'accord, qui les prenaient en charge. Oui, D'accord. Et ce qui les a pris en charge. Oui, effectivement, je ne l'ai pas dit. Et ils sont arrivés à Héliopolis, qui est l'aérodrome du Caire. Héliopolis, oui. Et puis là, ça s'est assez bien passé, si ce n'est qu'il y a un mécanicien anglais qui, en mettant l'essence dans l'aile, a fait un faux pas et a transpercé l'aile de son pied. Évidemment, il n'y avait pas marqué no step. Oui, à l'époque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour de perdu encore, parce qu'il a fallu refaire le capotage, remettre du contreplaqué. Donc là, ils prenaient les équipes du terrain. Oui, il y avait l'aviation. Et puis ensuite, ils ont fait Le Caire-Bassora. Et ça a été très difficile parce qu'il faisait une chaleur à crever et c'était 10 heures. 10 heures de vol, tous les 3 dans cette petite carlingue, sachant, je ne l'ai pas encore dit, mais que l'avion, c'était un petit avion. Il faisait 16 mètres d'envergure. Vous savez, un avion d'aéroclub, un Robin, ça fait 7 mètres d'envergure. Ah, il était petit, d'accord. 16 mètres d'envergure. Ah oui, en effet, oui. Donc, à l'intérieur du fait qu'il y avait le longeron qui passait dans le fuselage, il fallait se mettre à 4 pattes pour aller aux commandes et puis se déplacer. Donc un confort très très rustique. Et surtout, à mon avis, l'inconfort générait une fatigue supplémentaire puisqu'il y avait très peu de ventilation, un bruit infernal puisque les 3 moteurs devaient résonner à échappement libre, devaient résonner dans le fuselage et dans la carlingue. Donc on est au Caire et ensuite donc, je vous ai raconté que ça a été l'Irak avec Bassora et puis ensuite ils ont pris la direction de Karachi. Voilà. Et là la navigation a été difficile, en plus
il y avait des problèmes de chaleur, ce qui fait qu'il y avait une réfraction, mon père racontait toujours, et qu'avec ses instruments, il avait du mal à caler toutes les opérations qu'il devait faire pour faire ses points par différents moyens, puisqu'il faisait à la fois il avait un petit sextant de marine qui permettait de faire une droite de hauteur. Il faut savoir que les grands avions d'aujourd'hui, je dirais encore récemment, avaient des sextants télescopiques avec un périscope derrière les pilotes qui permettait, quand on est au-dessus du Pacifique, à 8000 km de toute terre, de faire un point, parce que les ondes... Maintenant, avec le GPS, c'est fini. Voilà, donc, et ils sont arrivés à Bassora, et avec une navigation très difficile, et le mécanicien a dû agrandir les carénages de moteur, parce qu'il avait constaté que la température était un peu trop élevée. Mais ça, c'est parce que la chaleur était élevée, et puis plus ils descendaient en latitude. Ils avaient pensé pourtant à ça, ils savaient bien qu'ils allaient être confrontés à la chaleur. Non, ils n'avaient pas pu tester. Ah oui, mais... Ils n'avaient pas pu tester. Non, ça, oui, ils devaient le savoir. Enfin, imaginer, disons. Ils avaient imaginé, voilà. Mais voilà. Et puis là, ils ont dû... Et puis là, au bout de 10 heures très fatigantes, ils se sont dit, on ne va pas arriver jusqu'à Karachi. Donc ils avaient prévu des terrains de secours, et ils ont atterri au Baloutchistan, qui est une province du Pakistan, qui s'appelle Gwadar, qui est au bord de la mer, et ils ont atterri sur un terrain complètement désertique. Il n'y avait rien, c'était désolé, et il y avait juste une baraque, une grande baraque. Et là, c'était très amusant parce que, bon, d'abord ils se sont reposés, le mécanicien est allé voir dans la baraque, et puis il fouille dedans, puis derrière la poutre, comme ça, il y avait un récepteur, enfin un téléphone à manivelle. Alors, il devait faire très chaud parce que normalement il y a un fil qui devait partir de la baraque. Mais bon. Et là, ils ont tourné la manivelle, ils ont entendu une voix indigène qui parlait anglais, en disant oui, vous prenez des bidons d'essence qui sont sous des planches, là, comme ça, vous pouvez les prendre et faire le plein de votre avion. Mais on leur a dit, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas repartir vers Karachi. C'était trop tard dans la journée, il allait faire nuit, etc. Donc l'indigène leur a dit, ben, j'arrive avec de quoi pour dîner et pour passer la nuit. Donc ils ont attendu 2 heures sous l'aile ou 3 heures sous l'aile de l'avion, puis ils ont vu arriver le soir. Donc ils ont eu droit à un repas, c'est pas que c'était tout à fait étonnant. Oui, pardon, je vous interromps, mais c'est vrai que tout ça, ce sont des vols, bien sûr, de jour. Il n'y avait aucun vol de nuit, là. Hein. On est bien d'accord. Je vous remercie de le dire, parce que c'est ça qu'il fallait dire. L'avion n'était pas équipé pour le VSV, le vol sans visibilité, et ni pour le vol de nuit, du fait qu'il n'y avait aucun terrain qui était balisé. Alors on voit quand vous regardez l'avion en photo, il a un phare. Oui. On avait tout de même prévu, à tomber de la nuit. Sur le terrain, ils auraient pu mettre des torches. Mais non, ils ne pouvaient pas, ils ne volaient pas. D'accord, oui. Toujours sur Radio IDFM, nous évoquons le premier raid Paris-Nouméa avec M. Bertrand Dévé, un vol qui a eu lieu en 1932, il y a exactement 90 ans, jour pour jour, puisqu'ils sont arrivés le 5 avril à Nouméa. Présentation Catherine Loubet. On en était à Gwadar et à la nuit qu'ils ont passé là. Et le lendemain, ils sont partis à Karachi, donc c'était pas très loin, là, ça a été 3 ou 4 heures de vol. Et puis ils ont pu parachever les trous, enfin les ventilations que le mécanicien Émile Mutch avait fait dans les carénages, parce qu'il y avait la compagnie Air Orient qui était installée là à Karachi. Après, ça a été les Indes, à Allahabad. Ils ont fait un vol en formation avec des vautours qui volaient très haut, très très haut. Ça a dû les impressionner, j'imagine. Oui. Et toujours, l'avion étant très secoué, le Verneuil devait se cramponner au crampon. Maintenir le volant. Oui, parce que c'était un volant. C'était un volant. C'était un volant, il était simplement coupé de 30 degrés sur le sommet.
Ensuite, ça a été Calcutta, aux Indes, sur le terrain de Dum Dum, qui était très connu à l'époque. Mais en fait, c'est un tout petit terrain, très encaissé, et l'atterrissage a été, ainsi que le décollage, a été très, très sportif, si je peux dire. Oui, parce que c'est très court. Et il a fallu plusieurs fois, d'ailleurs, on raconte, ça c'est pour les fanatiques de l'aviation, que pour freiner l'avion, puisqu'il n'y avait pas de frein, le Verneuil était obligé de commencer un petit cheval de bois. Faire piquer un petit peu l'avion. C'était vraiment risqué. Oui, c'était risqué. Non, après, ça a été la Birmanie, avec deux destinations, Akiab et Moulmein. Et là, on peut dire jusqu'à Calcutta, il n'y avait eu que du ciel bleu, que de la chaleur étouffante. Et là, la mousson leur est tombée dessus. La mousson. Et ils ont vu devant eux des masses nuageuses gigantesques. Et le petit Biarritz, il fallait, comme vous savez, pas question de traverser un cumulonimbus, hein, sinon c'est la morsure. Donc ils ont dû voler dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'ils étaient obligés de raser l'eau, il pleuvait, et puis quand ils arrivaient devant une masse nuageuse, ils étaient obligés de la contourner. Et à certains moments, ils ont même dû faire demi-tour. Donc le navigateur DV, là, il était très très sollicité. Il fallait qu'il soit rapide et bien sûr de lui. Alors, redites-moi, il avait donc 16 mètres d'envergure. 16 mètres d'envergure, oui. Et la longueur Environ 7 mètres. Des grandes ailes, et avec des bandes Karman, c'est-à-dire à l'emplanture des ailes sur le fuselage, on met une sorte de tôle ou de bois incliné qui rend l'avion très très fin. D'accord. Donc on est à Moulmein en Birmanie. Là, l'étape pour arriver était une des plus pénibles du voyage. Par contre, après, ça a été plutôt sympa. Et puis, ils sont arrivés à Alor Star, ça c'est en Malaisie. Et donc en descendant vers les Indes néerlandaises, cette étape vers Malacca a été la pire de toutes. C'est-à-dire que déjà, ils avaient essuyé des orages extrêmement violents, et là, ça a été encore pire. Ils ont eu un moment d'ailleurs de doute, disant on arrête, ça a été tendu. Pour nos auditeurs, là je vois une phrase que j'avais remarquée. Atterrissage sous une chaleur étouffante, la cabine est une étuve, le thermomètre et tous les niveaux liquides éclatent. Voilà. Et je sais que mon père avait prévu ces instruments-là en double, voire en triple. Et malgré toutes ces difficultés, le Biarritz, donc l'avion, redécolle. Et après 4 heures de vol pénible, en raison des remous constants, l'avion se pose à Moulmein. Voilà, en Birmanie. Oui, en Birmanie. Voilà. Et c'était assez touchant parce que là, en Birmanie, il y avait beaucoup d'indigènes, des Anglais, et puis ils ont entendu des voix féminines françaises. C'était des sœurs. Et d'après ce que mon père avait raconté, la plupart, ça faisait entre 10 et 20 ans qu'elles étaient là et qu'elles n'étaient pas revenues en France et qu'elles n'avaient pas entendu parler français. Vous savez, à l'époque, les avions, ça commençait. Oui, c'est émouvant. Alors ensuite, ils sont passés par Bima. Là, ça s'est bien passé sur l'île de Timor. Timor, c'est au nord de l'Australie. Ça, c'était après être passé à Batavia de Jakarta. Batavia, c'était comme ça que les Néerlandais avaient appelé la capitale de leur colonie néerlandaise. Là, ils ont été bien accueillis par les autorités de la KLM et ils ont pu changer les cônes d'hélice. Parce que déjà, ils avaient perdu les cônes d'hélice qui s'étaient détachés. Donc ça freinait le moteur. Et là, les Hollandais, gentiment, leur ont mis des petites casseroles vissées là au milieu, que ces 3 hommes ont appelées des simples de petites danseuses de Bali. Voilà, c'est en français dans le texte. Hein. Donc, et c'était les Hollandais, bon, eux faisaient la ligne, mais ils ne faisaient pas la ligne avec le même avion. C'était la première fois qu'un avion parti d'Europe venait directement, après quelques étapes, en Inde néerlandaise. Et puis surtout, c'était le premier avion français qui faisait ce tronçon-là. Donc ça commençait à devenir sérieux et ils commençaient à avoir le moral en disant on va y arriver. Ensuite, ils sont passés sur l'île de Timor à Koh Pang. Là, ça a été homérique parce qu'ils ont atterri et la mousson avait encore sévi et les terrains étaient complètement détrempés. Donc on voit sur les photos de Verneuil qui, après son atterrissage, où son avion s'était enfoncé et il est en Bermuda, il est dans la saignée, dans le sillon creusé par le train principal
et on voit presque jusqu'au genou, il enfonce jusqu'au genou. Donc le problème, il avait bien atterri malgré ça, mais le problème, ça a été de repartir. Et là, ils ont fait plus de 5 ou 6 tentatives. Et il y a des photos, d'ailleurs, on voit, ils ont pu mettre des planches ou des trucs sous les roues, et puis ça n'a pas marché, et il a fallu démonter les carénages de roues, retirer la boue, remettre les carénages de roues, ça 3 ou 4 fois, ça dans une chaleur humide que vous imaginez. Mais heureusement, l'avion était costaud, il tenait le coup, hein, et ils ont fini par partir, et il y avait 900 km pour faire Koh Phangan, Port Darwin. Là, les Australiens donc, attendaient le Biarritz, mon père avait télégraphié qu'ils allaient arriver. Les Australiens ont dit on a envoyé une patrouille militaire pour vous accueillir, ce serait bien que vous vous rencontriez dans le ciel et puis qu'on vous accompagne pour trouver le terrain. En fait, les militaires, ils n'ont pas trouvé le Biarritz en vol. Donc les Français se sont débrouillés pour trouver le petit terrain de Darwin. On dit Port Darwin maintenant. Il faut savoir qu'à l'époque, Darwin, c'était le Far West. C'était des baraques en bois comme dans les westerns. Oui, donc, on peut imaginer. C'est une grande métropole. Voilà. Et là, les Australiens, qui aiment bien l'aviation, leur ont fait un accueil formidable. Il y a le ministre de l'Air qui est venu, qui les a salués, et des articles dans les journaux. Vraiment, l'accueil a été très admiratif. On voit sur les photos de voir cet avion, ce type d'avion, ils n'avaient jamais vu. Ah oui, c'est ça aussi. Jamais vu. Ils avaient vu que des biplans ou des avions à aile haute avec des haubans, et pas du tout cet avion qui, encore aujourd'hui, ne fait pas démoder. J'imagine le constructeur René Cousinet qui devait suivre ça aussi. Oui, c'est bien, merci encore une fois de plus de m'aider en disant ça, parce que les télégrammes marchaient très bien à l'époque. Justement, c'est pour ça que je pensais comment ils pouvaient communiquer. Il n'y a pas le téléphone, et pas, enfin le mobile, j'entends. Oui. Et des télégrammes partout, ça marchait. Oui, voilà, c'était les télégrammes. Ah, oui. Oui, la radio, hop. Voilà, et donc tous les jours, il y avait des télégrammes pour Cousinet, pour les parents de mon père. Bah oui, bien sûr. Et tous ceux qui voulaient suivre aussi. De Verneuil qui était marié aussi, pouvait contacter, rassurer son épouse. Voilà. Bah oui, pour suivre quand même tout. Voilà. Et donc, arrivé à Darwin, eh bien, il fallait traverser le continent australien. Et là, les Australiens leur ont dit, il n'y a encore aucun avion étranger venu. Il y avait déjà des avions étrangers qui étaient venus. Notamment, il y avait une aviatrice allemande qui s'appelait Elly Beinhorn, qui, en même temps que le Biarritz, faisait une tournée en Australie. Et là, les pilotes australiens, les militaires, ont dit en français, écoutez, nous, on se met devant votre avion et puis vous nous suivez. Et ils ont dit, non, on va faire ça tout seul. Donc, les militaires et les... Il n'y avait aucun avion qui avait traversé l'Australie? Si, aucun avion étranger. Étranger, pardon, oui. C'était le domaine, il n'y avait que la RAF, la Royal Australian Air Force, qui sillonnait le continent. Et donc les Français disent, mais non, on va le faire, on a les moyens, on est revenu en France, les navigations qu'on a fait jusqu'à maintenant étaient déjà difficiles, donc on devrait pouvoir y arriver. Donc ils ont traversé l'Australie en une semaine, ça a été très dur là aussi. Alors, il y a eu des anecdotes aussi. Ils atterrissent sur un petit terrain, il n'y avait rien du tout, c'était presque désertique, mais c'était un terrain qui était sur les cartes, parce que là ils avaient des cartes données par les Australiens. Et donc ils descendent de l'avion, ils disent ça serait bien qu'on puisse repartir parce qu'on fait encore un état. Puis ils attendent et puis ils voient arriver une vieille camionnette Ford, brinque-ballante, tout d'un coup, avec un bushman dedans, qui leur dit je suis l'agent de la Shell, je vous apporte l'essence. Bien. Donc elles étaient contentes, ça, pour moi ils ont pu faire le plein, mais le temps de faire le plein et le temps perdu, on se demandait d'où ils sortaient. Le bushman leur dit vous ne pouvez pas partir ce soir, c'est trop tard. Ah oui. Donc je vous emmène chez moi. C'est à 50 km. Oula. Alors vous montez, etc. Ils sont montés dans la vieille bagnole, et ça brinque-ballait, c'était une piste en fait. Et ils arrivent devant une rivière qui fait 50 mètres de largeur. Et le bushman dit c'est un Ford, c'est-à-dire un gué. Ici, il y a un gué, donc la voiture va passer. Il
ils rentrent dans l'eau, il y avait de l'eau jusque plus haut que le Moyeu, et puis au milieu du lit de la rivière, boum, le moteur s'arrête. Alors l'Australien, pas du tout, au contraire, il dit vous descendez, vous poussez. Donc tout le monde pousse, et puis il remonte au sec, il sèche un peu son moteur, il donne quelques tours de manivelle, et hop, ça redémarre. Ils arrivent à destination, et là, c'était l'horreur. Ils ont été attaqués par des pucerons. Et ils ont dit, et mon père a écrit ça en toutes lettres, c'était à mourir tellement. Ils ont pu s'isoler dans un coin, et ils racontent que c'était pas fini, parce que le soir venu, ils avaient une moustiquaire, mais la moustiquaire était pleine de trous. La nuit, c'était les moustiquaires. C'est horrible aussi. Et puis il faisait chaud, c'était sec. Ils ont mieux fait de dormir dans leur avion. Exactement. Et puis, je crois qu'ils ne pouvaient pas dormir, il n'y avait pas assez de place. Un seul, oui. Mais, et donc le lendemain matin, ils sont repartis avec le même bushman et puis sa vieille guimbarde, et même chose, dans le lit de la rivière, au milieu de la rivière, la voiture est tombée en panne. Même punition, et la punition en plus là était plus terrible, c'est que c'était envasé en plus. Donc ils ont sorti la voiture qui a pu redémarrer de là, mais ils avaient de la boue jusqu'à la ceinture. Et pas d'eau pour se nettoyer. Et oui, pour reprendre les commandes. Ils ont dû monter dans le Biarritz comme ça. Ça va, ils n'ont pas eu des crocodiles. Voilà. Donc déjà c'est mieux. Oui, c'est vrai. Donc ils ont fait plusieurs étapes comme ça, pleines d'imprévus, et ils ont fini par arriver à Brisbane. Et Brisbane, là, c'était la dernière étape, la plus difficile, puisque c'est 1600 km. Ils ont fait la révision de l'avion, il y avait les ateliers d'aviation australiens qui les ont aidés, ils ont changé les hélices, ils ont même fait un vol d'essai, et puis ils avaient appris dans le Queensland, il ne pleuvait pas, mais qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait plus énormément, c'était la saison des cyclones, que le terrain prévu dans le nord de Nouméa était complètement sous la flotte, donc c'était impossible, donc attendre quelques jours. Donc ils ont attendu 4 ou 5 jours, je crois. Puis là, ils ont eu un télégramme comme quoi du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, c'est bon, là, vous pourrez atterrir normalement, on pense, avec le temps, là, les prévisions sont bonnes. Par contre, c'est là où ils étaient que l'eau s'est mise à tomber. Et fort, parce que c'est des pluies tropicales, vous savez, c'est dur. Oui, voilà. Voilà. C'est raide. Et donc, ils ont tout de même eu des informations grâce à un bateau de commerce français qui était entre Sydney et Nouméa, qui avait fait un petit bulletin qu'ils ont pu lui télégraphier, comment est le temps, et il a dit, c'est bon. Entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, à mi-parcours à peu près, ça va. Il pleut, première partie, deuxième partie, c'est bon. Ça sera clair. Donc ils sont partis à 5 h du matin, le 5 avril, et les Australiens qui étaient venus voir décoller l'avion étaient très sceptiques. Ils se sont dit, mais ils sont fous, parce qu'il pleuvait, énormément. C'est ça. On décollait difficilement, parce qu'il y avait beaucoup d'essence dans l'avion, il y avait pris le maximum de ce qu'ils pouvaient emporter. Et ils ont survolé la grande barrière de corail, qui n'est pas loin. Donc, et là, mon père raconte qu'il a pu faire le dernier repérage de la position de l'avion. Et puis, il pleuvait, donc il volait à 10 mètres d'altitude, comme ça, comme Lindbergh, sur l'Atlantique. Quand il pleut, il vaut mieux pas monter vers le nuage qui arrose. Donc là, ils se sont tout d'un coup commencé à douter, mais au bout de 3 heures, à peu près 3-4 heures, ça s'est éclairci. Et là, compte tenu que la navigation était difficile, mon père s'est dit, pour plus de sûreté, dit à De Verneuil, 3 degrés à gauche supplémentaires, pour pouvoir atterrir, rejoindre la Nouvelle-Calédonie en son milieu. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est 500 km, 450 km, il y a les îles au bout, on peut dire 500 km de long sur 50-60 km de large. Et donc, quand vous êtes à Brisbane, si vous prenez votre compas, on dit que la distance angulaire de la Nouvelle-Calédonie pour viser, avec son compas, c'est 7 degrés.
Donc c'est pas beaucoup. Non. Il y a un avion qui... Oui. Voilà. Il navigue. Oui. Voilà. Donc il a dit à De Verneuil, bon, on ne va pas aller à Nouméa, parce que le plan prévoyait, ils arrivent en Nouvelle-Calédonie, devant Nouméa, qui survole la ville, puisque c'est là où il y avait tout le monde, et il s'est dit, c'est ce qui est au sud de la Nouvelle-Calédonie, il s'est dit, si j'ai dérivé à droite, et sans m'en rendre compte, ou que je me suis trompé dans mes calculs, eh ben on passe à côté de la Nouvelle-Calédonie, et après, l'île d'après, ben, c'est les États-Unis. Là, il dit, on devrait atterrir au milieu de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça a duré, au bout de 3 heures ou 4 heures, ils ne voyaient toujours pas la Nouvelle-Calédonie. Ils commençaient vraiment très sérieusement à se poser des questions. Mais bon, l'ambiance dans l'avion était excellente, parce que les deux, le pilote et le mécanicien, faisaient entièrement confiance au navigateur. Et le navigateur, il l'a écrit, était sûr de lui. Ah, c'est super. Voilà. Donc il a dit à De Verneuil, est-ce que tu sais nager, comme ça pour se moquer un petit peu, mais les deux autres n'ont jamais remis en cause en disant, t'es sûr que tu t'es pas trompé, enfin, sous-entendre que tu veux... Voilà. Ouais. Non, pas du tout. Donc il y avait un très bon esprit. L'avion a continué, et puis tout d'un coup, il y avait une espèce de brume, ils avaient sous-estimé, et ils y étaient. Ils ont vu apparaître... Voilà, donc 10 heures après, ils ont atterri à Tontuta. Tontuta, c'est le nom d'une rivière qui est à 50 km au nord de Nouméa. Et là, il y avait une foule énorme. Toute la Nouvelle-Calédonie était là. Parce qu'il n'y a que là qu'on avait trouvé un terrain suffisamment grand pour accueillir l'avion. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'aéroport international qui est là. Ben voilà. Voilà. C'est superbe, c'est vraiment superbe ça. Toujours sur Radio IDFM, nous évoquons le premier raid Paris-Nouméa, un vol qui a eu lieu en 1932, il y a exactement 90 ans. Nous sommes avec M. Bertrand Dévé, présentation Catherine Loubet. Donc ils ont été accueillis, il y a eu un petit incident à l'atterrissage, parce qu'il y a eu, comme a écrit mon père, comme disait De Verneuil, notre atterrissage a manqué de dignité. Donc l'avion a été un petit peu abîmé, mais bon, ils ont été sains et saufs, et l'avion a été démonté, réparé, ramené en France. Il y a eu quelque chose, non? Il y a eu un accrochage avec... Alors il y a, oui, j'aurais dû le préciser, il y a le saumon d'aile, vous savez, le bout de l'aile, qui a touché un niaouli, un petit arbre qui était là, comme ça. Alors le niaouli, parce que pour nos auditeurs... c'est un arbre endémique de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est une huile essentielle, alors justement, on imagine que l'huile essentielle vient de cet arbre. Voilà. Et là, évidemment, De Verneuil était tout de même assez vexé d'avoir abîmé son bel avion. Puis surtout, il se dit, je ne veux pas pouvoir continuer. Le contrat était rempli. Oui, voilà, au moins ils sont arrivés le 5 avril, après 20 étapes. Et là, il y avait une foule énorme. Il y avait plus de 400 voitures qui les attendaient. Le terrain avait été préparé. Ils avaient fait un feu pour que la fumée indique du vent. Et puis, il y avait marqué Tontuta aussi. C'était en fin de journée. C'était en fin de journée. En fin de journée. À 16h30, et donc à partir de 17h30, ça... Ah oui, la nuit tombe. Il était temps. Oui, il était temps, c'est ça. Exactement. Donc là, ils ont été ovationnés pendant 15 jours, 3 semaines, et le gouverneur, qui était un homme de bien, il s'était débrouillé pour que ça corresponde à la mise en route de l'électricité à Nouméa. C'est-à-dire que le Biarritz est arrivé, et le soir, il a mis le compteur, et tout Nouméa était devenu une ville lumière, ce qu'elle n'était pas avant. Ah bon? Il avait pu faire correspondre les dates. C'est superbe ça aussi. Voilà. Ah, c'est très beau comme ça. Les Calédoniens, moi je suis allé pas mal de fois en Nouvelle-Calédonie. Les premières fois, je me souviens, ils s'en souvenaient encore. Voilà. J'imagine. On salue déjà cet exploit, parce que c'est un exploit quand même. On salue aussi l'esprit de cet équipage. Tous les trois, là, ils ont été très forts. Hein. Ils y croyaient en plus, c'est ça. Hein. Oui, exactement. Il faut dire que c'était, comme on dit, un équipage hors du commun. Un exploit et un équipage hors du commun. Dans leur spécialité, De Verneuil, c'était un athlète. Après, il a volé avec l'avion revenu en France et réparé. Il a volé pas mal avec le Biarritz, avec Mermoz. Avec Jean Mermoz, oui. Et Mermoz, lui, qui avait le grand arc-en-ciel, qui était 2 fois plus grand que le Biarritz. Lui aussi. Hein, par exemple, on lui attachait les mains sur le volant. Oui. Pour le soulager un petit peu. Tellement c'était dur. Tellement c'était dur. Et alors surtout, il avait un sens de l'air, il était très doué pour piloter, à tel point que je me souviens, j'en avais
à l'époque parlait, mon père racontait que quand il a passé son brevet de pilote militaire en 1916, à Avord, on lui a demandé, lieutenant, je ne sais pas, il était aspirant à l'époque, ce lieutenant de Verneuil, ce serait bien que vous restiez comme instructeur, déjà alors qu'il avait peu d'heures de vol. Ah oui, en effet. Il devait avoir, je ne sais pas, 30 heures de vol, comme ça, en disant, mais toutes les autorités avaient remarqué qu'il était particulièrement doué. Ce qu'il a prouvé ô combien. Parce que le bel avion était extrêmement difficile à piloter, ça c'est sûr. Si vous voulez, ça a été la première fois qu'un avion français, venant de France, arrivait en Nouvelle-Calédonie. Parti le 6 mars 1932 et arrivé en Nouvelle-Calédonie le 5 avril 1932. En 20 étapes. 20 étapes, c'est ça. Et 24 000 km. À bord d'un petit avion quand même, et à 3 dedans dans une petite cabine. Fabuleux. Oui. Et vous-même alors? Alors moi-même, écoutez, votre biographie, effectivement, on peut dire. Moi, je suis comme on dirait Astérix, moi je suis tombé dans la pension magique parce qu'effectivement, j'ai toujours été dans l'ambiance aérienne par mon père, parce que mon père, après le raid, est revenu en France. Il a fait un travail d'analyse sur les possibilités de l'aviation française dans le Pacifique Sud, mais ça c'est un autre sujet. Mais il a repris ses cours à l'école d'application de l'aéronautique, mais pas longtemps. Et il a été choisi par le général Villemain pour diriger la navigation de la croisière noire en 1934, après avoir été aide de camp du général Denain, parce qu'il fallait qu'il fasse une période au ministère de l'Air. Et ensuite, après la croisière noire, qui s'est très bien passé à son niveau, et c'était un exploit formidable de l'armée de l'air de l'époque d'ailleurs, et il a été nommé commandant et on lui a donné une affectation très originale, à savoir une hydrobase à Bizerte-Karouba. D'accord, ah oui. Sur Farman Goliath. Sur les Farman Goliath. Transformé en hydravion torpilleur. Et ça a été la seule hydrobase de l'armée de l'air. Il n'a jamais eu en Tunisie, ça? En Tunisie, où il est resté pendant 3 ou 4 ans. Ah oui. Et puis, à la veille de la guerre, il a été nommé lieutenant-colonel. Il avait une responsabilité dans l'organisation du bombardement des avions des bombardiers. Et puis, il est resté en France. Il y a des périodes où on ne sait pas trop, il n'a jamais raconté exactement comment ça s'était passé. C'était très difficile. Et puis, il est passé colonel tout de même avant la fin de la guerre, ce qui veut dire qu'il a été même décoré commandeur de la Légion d'honneur. Il a créé le service d'information aéronautique, ce qu'on appelle aujourd'hui le BIA. Ah bah voilà, d'accord. Ah, c'est lui qui l'a créé. C'était à l'école militaire. Il a créé ce service parce qu'il en avait souffert en tant que navigateur de Biarritz de ne pas pouvoir demander tous les renseignements qu'il voulait pour faire le raid. C'est vrai. Ils avaient dit se débrouiller tout seul pour trouver toutes les informations. Donc il a créé le service qui existe toujours, qui est maintenant à Bordeaux-Mérignac. D'accord. Voilà. Et puis de là, il est passé au GACC, au secrétariat général à l'aviation civile et commerciale, puisque c'était un secrétariat général après la guerre. Il était agent contractuel. Il a été nommé chef de la délégation française aux rencontres annuelles de l'OACI, l'Organisation d'aviation civile internationale. C'est l'ONU de l'aviation civile. Donc il quittait ses enfants et sa femme 1 mois et demi tous les ans, je me rappelle, il allait à Montréal où il y a le siège de cette organisation et on le voit à la télévision parler justement. Donc il dirigeait ça, parce que c'est pour l'affectation des lignes, le survol par les compagnies commerciales, enfin toute l'organisation de l'aviation civile et commerciale. Et puis il a pris sa retraite, en 57, voilà, c'est ça. Et vous-même, donc, vous avez un peu suivi ça dans ce qui est aérien, il m'a fait faire mon baptême de l'air sur Stamp, un Stamp qui appartenait à la direction de l'aviation civile. C'est beau un Stamp. Oui, mais il m'a fait faire des loopings et des renversements de mon premier vol. Alors je ne sais pas si c'était un test ou... Je ne sais pas, mais bon, j'ai survécu. Non, ça m'a pas du tout perturbé, au contraire. Mais non, j'étais certainement beaucoup moins doué que lui pour les mathématiques et tout ce qu'il fallait savoir pour être aviateur de bon niveau, je dirais. Moi, j'ai fait des études d'économie. Mais il m'avait donné le goût des voyages. Donc, j'ai pu intégrer UTA et j'ai
même pu emmener ma famille pendant plusieurs années. J'avais la direction financière et administrative et du personnel, la base de l'Extrême-Orient Pacifique de la compagnie UTA à Papeete. Ah, Papeete. Voilà, donc là j'ai pu faire pas mal de choses. Justement, l'armée de l'air m'a retrouvé en tant qu'officier de réserve. Je partais en mission avec, dans les petits avions, dans les atolls. C'était très, très sympa. Et je n'avais pas pu passer pour des questions purement financières. J'avais 3 enfants et une épouse qui travaillait dans la fonction publique. J'ai essayé pendant 1 an, puis je ne suis pas arrivé. De passer mon brevet de pilote. Ah, bah, brevet de pilote. En 89, là, je suis revenu de Tahiti. Et bon, ma situation allait nettement mieux. Donc là, je me suis installé à Rouen. Oui. Et là, c'était formidable parce que je pouvais aller au terrain même en semaine à l'heure du déjeuner. Donc j'ai passé ma licence en 89. C'est bien. Voilà. Et je me souviens la première fois que j'ai été lâché, j'étais content. Et là, j'ai pensé spécialement à mon père. Bah, bien sûr. Ouais. Voilà, puis j'ai passé ma Californie B, là, un avion un peu plus très rentrant et pas variable. Je suis même, comme j'allais aux États-Unis régulièrement, j'ai même fait valider ma licence française aux États-Unis, ce qui m'a valu d'ailleurs, qui m'a fait extrêmement plaisir, parce que quand je suis allé passer l'examen de Radio Communication auprès de la FAA, pour savoir si en phonie on me comprenait. Oui, oui. J'ai parlé avec le fonctionnaire de l'aviation civile qui m'a dit Are you coming from France or from Canada? Je lui ai dit Look, I have a French license. Yeah, oui. Et là, il m'a dit French pilots are the best. Oh, superbe. Formation des pilotes privés et toutes les autres formations en France étaient du premier niveau. Dans le milieu de l'aviation aux États-Unis, on sait que les pilotes français, ceux qui sont formés en France comme ça, je n'y attendais pas du tout, donc j'étais très content. Voilà. Monsieur Bertrand Dévé, j'allais dire Monsieur Max Dévé, non, Monsieur Bertrand Dévé. Merci infiniment pour ce voyage, ce premier raid français, donc Paris-Nouméa en 1932, sur les traces de votre père et de tout l'équipage. Merci de nous avoir conté cette fabuleuse histoire qui est réelle. Oui. Comme ça, on peut imaginer, maintenant, aujourd'hui, les personnes qui font Paris-Nouméa sauront ce qu'a été le premier voyage là-bas. Voilà. Alors, il y a des pilotes privés qui ont fait la liaison. La première fois que je suis allé à Nouméa, c'était en 82. C'était le 50e anniversaire. Il y avait des pilotes privés calédoniens qui étaient allés sur les traces du Biarritz. Ah, voilà, oui. Et pour le 80e anniversaire, il y a d'autres pilotes privés sur Dynamique WT9, 2 garçons très sympathiques qui sont des amis, 2 Calédoniens, qui ont fait aussi sur les traces du Biarritz. Mais en ULM cette fois-ci. En tout cas, merci infiniment et j'espère que nos auditeurs auront apprécié cette grande aventure. Une dernière chose, donc, va être inaugurée au Musée de l'Air une présentation, une vitrine retraçant l'exploit du Biarritz. Il y aura entre autres une maquette de 1 mètre d'envergure de l'avion, qui est une maquette authentique faite par les ateliers Cousinet d'ailleurs, et des films, puisque l'avion a été filmé au départ et à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie et à d'autres endroits. Donc il y a une partie vidéo aussi intéressante et puis des différents objets. À partir de quand cette exposition? Le 5 avril. Le 5 avril. Donc à partir du 5 avril 2022, au Musée de l'Air et de l'Espace de Bourget, il y aura donc cette exposition où vous pourrez justement voir la maquette de cet avion, du Biarritz, Cousinet, et des récits et une vidéo également. Alors, une dernière chose, pourquoi vous ne verrez pas l'avion lui-même? Malheureusement, il a été détruit puisque De Verneuil s'est craché avec dans le Morvan en revenant d'Afrique du Nord le 30 octobre 1933. Il a certainement surévalué ses capacités et le temps était pourri. Vous savez, on appelle cette partie du Morvan au nord de Dijon le cimetière des aviateurs. Et là, il n'aurait pas dû partir, mais il était pressé de rejoindre Paris. Et ce qui est très triste, c'est qu'on voit, quand on est allé chercher l'avion, la queue de l'avion était dirigée vers Paris. Ça veut dire qu'il avait déjà fait demi-tour et qu'il ne pouvant passer. Et il a eu droit, il était très renommé, il a eu droit à des funérailles nationales avec ses 2 camarades qui étaient avec lui, aux Invalides, avec leur catafalque et le drapeau français dans la cour d'honneur des Invalides, et ensuite une cérémonie religieuse dans la cathédrale des Invalides, et tout le milieu de l'aviation, Mermoz en tête,
Et bien sûr, mon père, cousinet, tout ça était là aussi. Juste une question, comment sont-ils revenus de Nouméa? Ah, bonne question. Alors, l'avion a été démonté et mis sur un bateau de messagerie maritime. Et de Verneuil et Munich sont partis 15 jours après l'arrivée. Oui. Le bateau est passé par Sydney et puis Marseille, enfin, le canal de Panama. Et votre père? Et mon père, lui, il a eu une mission de son autorité militaire pour étudier l'implantation de l'aviation française dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie, aux Nouvelles-Hébrides, Wallis-Futuna, et ensuite en Polynésie française. Parce que figurez-vous qu'à cette époque, les Américains, les Australiens, les Japonais, les Néo-Zélandais volaient partout dans cette partie du Pacifique. Et nous qui avions ces colonies fabuleuses, il n'y avait pas un seul avion. Ah oui, en effet. Il est né en 1800, votre père? 93, voilà. De Verneuil, 94 et Munich, 95. Merci infiniment. Voilà. Merci de m'avoir écouté.